Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Et comme chaque dimanche, l'invité du dimanche, ce soir, nous recevons M. Ibrahim Moukella Maman. Il est le secrétaire général de l'Union des étudiants des instituts de l'école professionnelle et technique de Niamey, UEIPTN. Avec lui, donc, nous allons parler de la situation et des camarades qui sont actuellement donc à la maison pour non-paiement par l'État des frais donc d'inscription. Le temps de revenir avec notre invité et retenez que la situation sécuritaire de notre pays, notamment à Difa avec la secte Boko Haram, suscite des commentaires à titre illustratif suivant l'avis de Dr Diko Abdraman. Il est expert sur les questions du terrorisme. Le terrorisme, d'un point de vue stratégique, ne peut jamais être éradiqué de manière définitive. Mais plus au contraire, on peut le contenir dans un espace géographique. Après le passage de Chekao sur les médias, faisant l'apologie d'une nouvelle forme de violence, nous avons assisté à une nouvelle attaque dans la région de Difa, qui naturellement était la région la plus exposée à ces genres d'attaques. Donc, généralement, dans le cadre de ce qu'on appelle la sécurité intérieure, à chaque fois qu'il y a une attaque de ce genre, en principe, nous devrons s'arrêter et capitaliser pour pouvoir véritablement se rendre compte qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi cette attaque a eu lieu. Aujourd'hui, la région de Toumour, la région de Difa, de manière globale, est censée être une région militarisée. Donc, normalement, des attaques de ce genre ne doivent pas potentiellement inquiéter cette région. Mais, bien au contraire, aujourd'hui, nous savons une attaque foudroyante qui a coûté la vie à plusieurs militaires et qui a permis aussi à ces gens-là d'emporter des armes et aussi de plusieurs matériels en termes de logistique. Ça veut dire que véritablement, il y a une défaillance, je dirais, globale dans la manière, n'est-ce pas, de lutter, dans la manière aussi de s'apprêter, de la manière de se préparer contre des attaques éventuelles. Donc, si dans le cas de la prospective, nous n'avons pas cette possibilité, n'est-ce pas, de dessiner un schéma ou de dessiner une carte de défense beaucoup plus adaptée, beaucoup plus appropriée à ces genres d'attaques, les attaques suicides, les attaques surprises, parce que c'est aussi un élément assez important, les attaques surprises. Parce que dans un poste avancé, il y a un certain nombre de normes en termes de stratégie qu'on doit, n'est-ce pas, respecter. Et si véritablement les choses se répètent chaque fois, ça veut dire qu'il y a lieu de se demander si véritablement les consignes telles qu'elles sont données par n'est-ce pas, la hiérarchie militaire sont respectées. Et dans le cadre du terrorisme, ce qu'on cherche toujours à faire comprendre au monde entier et particulièrement aux décideurs politiques, c'est de comprendre que un groupe, n'est-ce pas, terroriste n'a pas besoin d'un effectif. 10 personnes peuvent nuire et toucher la sensibilité de toute une nation. Nous devrons être vigilants, nous devrons encore redoubler de stratégie, nous devrons encore réfléchir sur la sécurisation d'un espace qui est exposé pratiquement de manière constante. Opération de salubrité ce matin, elle est organisée par la coopérative des artisans de Château 1. On prépare également à cette activité les responsables de la ville de Niamey. Pour la télévision Labari, notre reporter Ismaël Oumli. Rendre salubre leur lieu de travail, mais surtout apporter leur contribution pour rendre Niamey coquette, motif de cette séance de salubrité initiée par la coopérative des artisans de Château 1 qui n'est pas à sa première action. C'est dans le cadre de Niamey, il y a là. Nous voulons que vraiment cette rue, comme c'est une rue fréquentable à chaque fois des grandes personnalités qui passent par là, nous voulons que vraiment que ça soit une rue bien nettoyée et que tous les gens veillent à ce qu'on enlève tous les déchets qui sont sur la rue. C'est la deuxième fois qu'on est ici et ça va être permanent. Donc on va essayer de faire d'autres choses aussi qui vont dans la construction de ces pays. Ce pays a besoin de ses fils. Il faut qu'on se mobilise pour pouvoir faire de Niamey l'une des capitales la plus belle de la sous-région. Présents à cette activité, les responsables de la région de Niamey ont tenu à encourager et féliciter la coopérative pour cette initiative. Nous tenons à saluer très sincèrement les initiateurs de cette initiative qui est très louable et qui répond vraiment aux préoccupations des autorités de la 7e République.
qui font de Niamey une ville propre, une ville coquette, ce que nous appelons Niamey Niala. Niamey Niala, comme vous le savez, nous voulons de Niamey Niala un comportement. Niamey Niala est un comportement. Niamey Niala est une initiative que nous poursuivons chaque jour, que Dieu fait, parce que la propriété est un comportement que nous voulons pour vraiment les citoyens et l'ensemble de la population de Niamey. Les autorités de la ville de Niamey invitent tout le monde à emboîter le pas de la coopérative. Un message visiblement accueilli par les gendarmes qui ont dégagé sable et ordures aux alentours de leur camp de formation. Sur le plan social, retenez que l'unité syndicale des enseignants contractuels de base a animé ce matin un point de presse au siège du CGSL Niger. Il s'est agi pour ce syndicat de se prononcer sur les conditions de travail et de vie des enseignants contractuels de base. Le résumé de cette déclaration avec Adam Soumana. Il s'agit pour les membres du bureau de l'unité syndicale des enseignants contractuels de base d'échanger avec leurs militants sur des préoccupations du moment afin de dégager une position commune. Nous, à notre niveau, le problème qu'il faut d'abord régler, c'est le problème des pécules. Les problèmes de pécules, le paiement des pécules à terme échoue. Il faut que d'abord ça soit réglé. Il faut que le gouvernement prenne ça comme le plus grand acte pour pouvoir vraiment régler d'autres cas. Parce que tant que les pécules ne sont pas payés à terme échoue, vraiment, on ne peut pas en parler de la qualité de l'éducation. On ne peut pas parler de la qualité de l'éducation du moment où la personne fait jusqu'à 2 mois sans pécule. Et que souvent même, vous allez voir dans certains cas, les jeunes doivent taper des kilomètres et des kilomètres pour venir percevoir leur pécule. Et on dit, il n'y a pas l'argent. Ce n'est pas encore prêt. Mais pourquoi ça? Alors que nous avons vu d'autre côté que d'autres camarades sont payés à temps. Occasion pour le dit syndicat de faire sa lecture du protocole d'accord récemment signé par le ministre de l'enseignement primaire et certains syndicats du secteur relativement aux affectations et mutations du personnel. Nous sommes contre les procédures par lesquelles on est en train de faire ce redéploiement-là, notamment le manque de respect qu'il y a dans ce protocole d'accord. Parce que moi, je suis vraiment profondément... Je considère que c'est même une insulte. Qu'on me dit qu'à cause d'un groupuscule, on va nous monnayer 1700 et quelques contre un groupuscule des gens qui vont revenir en ami. On a parlé des enseignants contractuels. Je considère que c'est vraiment une insulte. Et on est contre cette façon de nous traiter, cette façon de traiter les enseignants contractuels. Donc on voulait porter ça à la connaissance du gouvernement que nous n'allons pas accepter cette procédure de redéploiement qui, dans son fond, nous monnaie contre vraiment des gens juste parce qu'on n'a pas les mêmes, on ne partage pas les mêmes structures ou juste parce qu'on n'a pas le même statut qu'eux. Ainsi, l'unité syndicale des enseignants contractuels de base décide de ne plus laisser d'autres s'occuper du sort des contractuels de l'enseignement à leur place. Autre à Grogne, les militants du syndicat national des agents de santé communautaire ont 5 mois d'arrêt de salaire. Face à cette situation, le Ben Si Nascom a rendu public une déclaration dont je propose de suivre un extrait avec le secrétaire général du syndicat, M. Ibrahim Moussa. Ça fait présentement 5 mois, on a un problème de paiement de pécule. Donc 5 mois d'arriéré. Sur cette question, les pécules de contractuels, en tout cas, le problème a commencé à partir de fin juillet, d'où 3 régions étaient concernées. La région de Difa, la région de Tilaberi et la région de Zender. Donc, à cet effet, nous sommes informés très tôt et nous avons pris le dossier en main et nous avons rencontré qui de droit jusqu'à voir en tout cas le directeur général du Trésor. Nous allons en tout cas donner un délai à laquelle, si ce délai parvenu, on n'a pas perçu nos pécules, nous sommes en mesure
d'utiliser toutes les questions, toutes les mesures possibles légales, parce que nous assimilons cette information de non-paiement de pécule à même un mécanisme de terrorisme. Puisque quelqu'un qui travaille pendant 4 mois, il est aussi frappé par un terrorisme. D'abord, les maigres pécules, c'est très maigre et aussi ça ne vient pas à temps. Le ministère de la Santé est menacé. Pourquoi? Parce qu'il faut noter que le fonctionnement des systèmes de santé, le fonctionnement aujourd'hui du système de santé de base est assuré par 6451 contractuels, toutes catégories confondues. Si je dis toutes catégories confondues, c'est les infirmiers, les sages-femmes, les laborantins et les agents de santé communautaire proprement dit, pour lesquels le contrat est conçu. Parce qu'il faut comprendre que c'est un problème de texte même du contrat. Parce qu'au départ, ils ont prévu la structure, mais ils n'ont pas prévu l'agent qui va travailler dans la structure. C'était prévu que l'agent soit payé par ceci, par cela. Ça, nous, on a dénoncé et dans les normes standards que le ministère a validées. Et c'est prévu bel et bien les agents, en tout cas, qui vont travailler dans les CCI et les cases de santé. Avant l'invité du journal, tous les étudiants boursiers d'État inscrits dans les instituts et écoles professionnelles et techniques du Niger ont été sonnés de rester à la maison. Les motifs à suivre dans ce reportage. Interdiction d'accéder aux salles de classe, et cela depuis le lundi dernier. C'est la situation que vivent les étudiants boursiers de l'État dans les instituts, écoles professionnelles et techniques du Niger. Cette situation est la résultante du non-paiement des frais de scolarité aux promoteurs d'écoles. Depuis le 15 janvier, nous avons décidé de mettre à la porte tous les étudiants boursiers de l'État. Parce que depuis 2015-16, nous avons des arrêts, 16-17 et voilà 17-18, ça fait 3 ans, et qu'on essaie de faire, d'expliquer un peu à l'opinion publique nationale et internationale ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas comprendre, en 2015-16, l'État a envoyé 200 étudiants au Maroc pour 2 milliards, alors que nous, nos étudiants font 5146 étudiants et pour 1 milliard 146 millions que l'État n'arrive pas à honorer. Or, c'est terrible. Au moment où on peut payer pour 200 élèves 2 milliards et pour 5146, on ne peut pas payer 1 milliard 146 millions, c'est terrible. En plus, il faut voir, dans le même temps, des écoles comme l'ENSP, l'ENA, l'État paye 350 000 francs par étudiant, alors que chez nous, jusqu'à Master 1, l'État ne paye que 200 000 francs. Et malgré ça, donc vous voyez que nous sommes en train de consentir d'énormes efforts. Et malgré cela, l'État n'arrive pas à nous payer. Donc comprenez que c'est pas facile de fonctionner. L'association nigérienne des centres, écoles, instituts professionnels et techniques, ANSEP, demeure ferme. Pas question que les étudiants boursiers retournent en classe tant que l'État ne les paye pas. On a vu le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Il nous a demandé de patienter le temps qu'il essaye de voir encore avec ses supérieurs ce qu'il peut faire. Alors que dans le même temps, parmi nous, il y en a qui sont acculés par les banques. Tant qu'on n'est pas payé intégralement sur les 3 ans, nous ne pouvons pas. Parce que, excusez-nous, nous sommes en train d'aller vers une démarche qualité. Ça exige beaucoup de moyens, ça exige du matériel. Or, sans ce que je viens de vous dire, sans ça, on ne peut pas bien fonctionner. Donc c'est pas possible. Il n'y a pas de politique de poids, de mesure, quoi. Et vraiment, il faut qu'on comprenne, cette démarche n'a rien de politique. Non, c'est juste une question de droit. Et voilà, il faut réclamer ses droits. Ce bras de fer entre le ministère des Enseignements supérieurs et le promoteur des écoles et instituts professionnels et techniques va avoir des répercussions graves sur ces étudiants, au-delà sur la qualité de formation. Voilà, sur le même sujet, donc, nous recevons, comme je l'ai annoncé au début de cette édition d'information, monsieur le secrétaire général donc, de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques du Niger, monsieur Ibrahim Moukela Maman. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi cet élément et il s'agit quand même de la situation de vos militants qui sont depuis quelques jours donc sonnés de rester à la maison et pour cause.
l'État qui n'a pas payé les frais de scolarité donc, de ces boursiers d'État qui sont inscrits au niveau des instituts et écoles professionnelles. Alors, au niveau de votre structure, camarade DG, quelle lecture vous faites de cette situation? Ok, et merci, monsieur. Et avant d'entamer le vif du sujet, et laissez-moi d'abord présenter mes condoléances aux familles du 9DS tombées sur le champ d'honneur. Et ma pensée va aussi également à nos FDS qui sont encore sur le front pour la protection de notre territoire et surtout des citoyens et de leurs biens. Et avant d'attaquer aussi le vif du sujet, comme je viens de le dire tantôt, et je m'en vais rappeler quelques expressions dont ces autorités ont l'habitude de dire. Ils ont l'habitude de dire que l'éducation est la formation complète de l'homme. Et à leur temps, quand ils étaient des étudiants, l'État économisait pour leur formation. Aujourd'hui, au lieu de faire pareil, ils économisent sur l'éducation de leurs enfants. Donc, moi, je me demande comment ils voient l'avenir de ce pays. Comment voit-il le Niger de demain? Et effectivement, l'association des fondateurs des écoles professionnelles et techniques, l'ANSEPT, après une réunion, ont décidé de mettre à la porte tous les étudiants boursiers de l'État pour non-paiement de leur frais de formation. Et ils ont beaucoup patienté, à mon humble avis, parce que ces frais de formation font 3 ans. 3 ans que ça n'a pas été payé. Prenons l'exemple du Sénégal. Pour le Sénégal, les frais de formation, et pour le public et pour le privé, ça fait 40 milliards. Ça a été payé depuis. Pour le Mali, les voisins d'à côté, ça fait 23 milliards. Ça a été payé depuis. Au Niger, en ce qui concerne les écoles privées et les écoles publiques même, le tout fait près de 3 milliards. Et l'État est incapable de payer ses frais de formation. Donc par rapport à cette situation, l'UEPTN se réunit avec sa base et les conclusions qui sont sorties de cette réunion sont les suivantes. L'UEPTN a fait plusieurs sittings, 3 sittings pour être clair, et d'autres sittings ont été même réprimés par la police et par la FDS. Avec plusieurs rencontres non fructueuses avec les autorités. Donc par rapport à cette question, l'UEPTN n'entend pas croiser les bras. Parce que, il faut se le dire, sans moyens financiers nécessaires, il n'y aura pas une formation de qualité. Parce que, aujourd'hui, allez-y voir à la justice, combien de ces écoles ont des dossiers? Soit un problème avec le bailleur parce qu'ils n'ont pas payé les loyers, soit un problème avec les enseignants parce qu'ils n'ont pas payé du salaire, soit un problème avec l'impôt. Combien d'écoles ont été fermées cette année pour non-paiement d'impôt? Donc par rapport à cette question, de demain, l'UEPTN compte lancer un mot d'ordre après sa déclaration, un mot d'ordre illimité. Pour demander le paiement des frais de formation et la résolution de tous les problèmes de l'UEPTN qui sont toujours stagnés. Et lesquels par exemple? Par exemple, le problème de la contre-signature de la licence. Par exemple, le problème des frais des zones éloignées pour les écoles de santé. Par exemple, le problème d'autorisation d'ouverture de filières dans plusieurs écoles. Parce que c'est quoi le problème? Le ministère n'arrive pas à contrôler les écoles et il y a certaines écoles qui forment les filières non autorisées. C'est pourquoi on a des problèmes lors de la contre-signature. Donc par rapport à cette question, l'UEPTN lance un appel et informe l'opinion nationale et internationale qui, face à cette situation, nous ne comptons pas reculer. Et à partir de demain, le mot d'ordre est illimité. Oui, LG, vous allez lancer à partir de demain, Inch'Allah, un mot d'ordre illimité par rapport à cette situation, mais vous restez quand même ouvert au dialogue. On reste quand même ouvert, et c'est ce qu'on a toujours fait. On n'a jamais manqué le dialogue. Mais au contraire, ce sont ces autorités qui sont de mauvaise foi.
on a lancé un moteur de 24 heures, un moteur d'avertissement. Ça a été bel et bel écrit, noir sur blanc, sur le papier. Ils ne nous ont pas appelés. Après les 24 heures épuisées, l'UPN a reconduit le mot d'ordre pour 48 heures. Ils ne nous ont pas appelés. Avec l'ANSEPT, ils n'ont pas pu négocier pour qu'on laisse ses camarades faire cours. Donc par rapport à cette question, au nom de la solidarité estudiantine, au nom de la camaraderie, nous ne pouvons pas observer, ou nous ne pouvons pas faire cours pendant que nos camarades sont à la maison. Mais là, au niveau de votre structure syndicale, est-ce que peut-être vous êtes parti vers ces fondateurs des écoles privées pour qu'avec le gouvernement qu'ils puissent s'entendre quand même, pour qu'il y ait quand même une trêve, pour permettre quand même à vos camarades de suivre ce cours, de reprendre les cours. Est-ce que vous avez fait cette démarche, par exemple, d'apaisement, camarades? Merci pour cette question. Cette démarche, on l'a entreprise à plusieurs reprises. Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils entreprennent de chasser les camarades. Mais cette fois-ci, ils ont mis leur menace en exécution. Dans le passé, ils ont une fois mis cette même menace en exécution, mais on a négocié. On a accordé un crédit. On leur a demandé d'accorder un crédit à l'État pour que l'État puisse se ressaisir et décanter cette situation. Mais après plusieurs mois d'attente, ou bien plusieurs années d'attente, parce que ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas réussi ces frais de formation, nous pouvons bel et bien les comprendre par rapport à leurs problèmes que je viens de vous citer. Même avec les banques, ces écoles ont des problèmes. Donc quelqu'un qui n'est pas bien assis ne peut pas donner une formation de qualité, surtout au niveau supérieur. Oui, donc monsieur le EG, pour finir, votre mot de fin? Notre mot de fin, je lance un appel à tous les militants et militantes de l'UPTN de rester mobilisés car les prochains jours seront décisifs. Mais vous restez quand même ouvert au dialogue? On reste toujours ouvert au dialogue. Et vous avez espoir que quand même un terrain d'entente va être trouvé, à mon avis, parce que quand même, ça fait déjà une semaine que vos camarades sont à la maison? Bon, ça fait une semaine que les camarades sont à la maison. L'espoir est permis. Et on reste toujours au dialogue. Parce que c'est comme on dit, l'espoir fait vivre. Mais quand même, face à cette situation, nous comptons même faire des séances de prière et de jeûne collectif. Peut-être, avec ça, nous pouvons être sauvés. Oui, Mounkel, est-ce à dire que vous pensez que de l'autre côté des autorités du gouvernement, il n'y a pas une oreille attentive par rapport à tous vos problèmes? Le problème est qu'au niveau des autorités, chacun fait ses responsabilités. Au niveau de l'ANAP dit qu'il a envoyé les états. Au niveau du ministère, le ministère dit avoir fini avec tout ce qui est de sa responsabilité. Donc maintenant, le blocage, c'est au niveau du trésor, selon eux. Et on ne voit pas clair dans cette situation. Parce que avant-hier, nous étions à l'ANAP et non même pas la situation de 2016-2017. De 2017-2018, n'en parlons même pas. Et surtout avec la situation des doubles inscriptions qu'ils ont décidé d'exclure, dont la rencontre de l'EMIC a réintégré. Et jusque-là, il n'y a aucun papier officiel prouvant que ces camarades ne sont pas soustraits de la liste des boursiers. Donc par rapport à toutes ces questions, l'UPTN n'entend pas croiser les bras. Nous allons mener la lutte dans la légalité jusqu'à la satisfaction de nos justes et légitimes revendications. Voilà. J'ai bonne chance et bon courage. Merci. Voilà, c'était là donc Ibrahim Moukela Maman, et le secrétaire général de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey. Donc cette structure donc qui a décidé, qui va lancer à partir de demain un mot d'ordre de grève illimitée, c'est bien cela, IG, jusqu'à donc à la satisfaction de leurs points revendicatifs, notamment le retour de leurs camarades donc au niveau des instituts et écoles professionnelles et techniques du Niger, qui ont été donc sonnés de rester à la maison depuis le 16 janvier, c'est bien cela dernier. Voilà, merci bien SIG et bonne chance. Et ce communiqué de presse de l'Association des cinéastes nigériens, l'Association des cinéastes nigériens se réjouit de la nomination d'un des leurs à la direction générale du Centre de la cinématographie du Niger, structure pour laquelle elle s'est battue des années durant
pour sa création. Les cinéastes fondent l'espoir que le nouveau directeur général, M. Maman Sani Magori, mettra tout en œuvre pour inciter les autorités à fournir les moyens nécessaires à la revitalisation du cinéma nigérien. Fait à Niamey le 21 janvier 2018, le président de l'association des cinéastes nigériens, Haruna Niandou. Et c'est par ce communiqué de presse que prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.